merci tous d'être ici pour la troisième édition de cette série de conférences qui vise vraiment à parler de ce que l'économie sociale fait pour répondre à des enjeux de société majeurs au Québec. Donc, la ligne qu'on a, c'est au défi commun des solutions collectives s'imposent. Et pour ceux qui n'ont pas vu les autres éditions qui portaient sur les soins aux aînés et l'autonomie alimentaire, vous allez retrouver ces enregistrements sur le site du chantier. Pour ceux qui les ont déjà vus, je m'excuse d'avance, je répète un peu, mais comme on a des publics quand même assez différents au travers de ces différents webinaires, je veux juste préciser ce dont on parle quand on parle d'économie sociale ou entrepreneuriat collectif. Ici, on parle d'une façon d'entreprendre qui est basée sur une réponse collective aux défis communs, qui est autonome du gouvernement et qui vise le rendement à la communauté ou aux membres de l'entreprise. Au Québec, on compte plus de 11 200 entreprises collectives qui cumulent ensemble un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars qui emploient près de 220 000 personnes. Mais c'est aussi 13 millions de membres au Québec, des gens qui sont membres d'une entreprise d'économie sociale, ce qui veut dire que pour la plupart d'entre nous, on est membre de plus d'une entreprise. Et environ 90 000 administrateurs bénévoles, dont la moitié sont des femmes, 1 sur 5 sont des jeunes, qui sont donc des gens, des citoyens qui s'impliquent tous les jours dans la gestion de leurs entreprises. Et comme c'est une composition très différente de d'autres entreprises, bien, ça donne des résultats différents. Et donc, ce sont des entreprises qui sont généralement plus pérennes, plus résilientes et plus innovantes, font des choix de gestion différents parce que redevables à des gens très différents. Le Québec est reconnu à l'échelle internationale pour la place de l'économie sociale dans notre économie et pour les solutions innovantes qu'on a développées dans de nombreux secteurs. Donc, aujourd'hui, on va parler de transition socio-écologique. Ça aussi, peut-être, c'est un terme qui est moins familier. Des fois, on parle d'environnement ou de développement durable. Ici, je pense que la notion de transition, elle vise à souligner qu'on ne parle pas juste d'améliorer nos pratiques, donc remplacer nos ustensiles en plastique par des ustensiles compostables, mais vraiment arriver vers des modèles de production et de consommation qui sont soutenables sur les plans écologiques et sociaux. Et l'économie sociale, en fait, est présente pour réduire l'impact de notre consommation par le biais de circuits plus courts, de mutualisation, de réutilisation, mais aussi pour gérer les matières résiduelles, y compris par des processus de revalorisation et de recyclage. Donc, c'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première intervention qu'on va entendre pour nous parler d'initiatives pour réimaginer nos façons de consommer, on a Bertrand Fousse du collectif Solon. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse pour souligner qu'on nous a posé la question sur la question du genre du panel, parce que vous remarquerez que dans cette édition, les 3 intervenants sont des hommes. Mais si vous regardez l'ensemble de la série, la représentation non seulement d'hommes-femmes, mais aussi régionale est assez équilibrée. Celui-ci, c'est que des hommes et le dernier, ce sont que des femmes. Donc, on est assez à l'aise, mais je voulais quand même le souligner parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur au chantier. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Bertrand. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Béatrice, fais-moi un petit pouce. Parfait. Donc, très heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'introduction très intéressante, Béatrice, sur l'économie sociale et sur la transition. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Par contre, j'ai bien, ma première intervention de tenir dans 10 minutes. Hein, c'est ça qu'on avait dit. Parfait. Donc, je m'appelle Bertrand. Je suis un des fondateurs d'un organisme qui s'appelle Solon, qui est un OBNL, qu'on a fondé il y a maintenant 5 ans à Montréal. Et qui trouve son origine dans l'action collective de citoyens pour améliorer leur quartier. Citoyens qui se sont rencontrés dans un contexte en fait de ruelle verte et qui se sont dit sur cette base-là, tiens, ceci nous a donné confiance dans notre capacité d'action collective, dans notre capacité de réappropriation du quartier, pourrait-on envisager d'autres projets tant qu'à faire? Et les quelques citoyens de départ sont devenus assez rapidement beaucoup plus. Et puis le beaucoup plus a amené inévitablement à beaucoup d'idées. Et ces idées ont fini par devenir au fil du temps des projets collectifs, locaux, qui avaient toujours pour point commun le fait de vouloir faire la transition socio-écologique dans nos quartiers, avec une approche collective et une approche ancrée dans le territoire, dans le quartier.
Ça a été l'origine, et donc on a choisi, je vais y revenir, le modèle OBNL. On a visité à l'époque avec le modèle coopératif pour plein de raisons, on a pris le modèle OBNL. Et de gouvernance citoyenne, et qui est aujourd'hui toujours avec toute une série de collèges et d'instances démocratiques citoyennes. La mission qu'on a aujourd'hui, puis en fait, ce que je viens de vous décrire là, on le voit popper à beaucoup d'endroits au Québec, hein, on va y revenir. Là, finalement, on est juste, j'ai l'impression, un reflet de ce qui se passe à beaucoup d'endroits. La mission qu'on s'est donnée comme organisme, c'est de faire la transition socio-écologique dans nos quartiers. On est un organisme de Montréal, en misant sur les projets collectifs locaux. Et ça nous amène à 2 axes de travail, puis ils sont assez importants à comprendre. Le premier, c'est de continuer, comme on a fait, à soutenir l'émergence, la mise en place, le déploiement de ces projets. Puis je vais vous donner des exemples juste après. Ça, c'est le premier axe de travail. Et le deuxième axe, c'est de voir comment on peut travailler à réunir tous ces projets, mais également à les réunir avec d'autres projets existants sur les territoires où on est actif, et les réunir dans un récit de la transition de quelque chose de mobilisateur et qui fait en sorte qu'on a un sentiment d'appartenance plus grand à un projet collectif dans notre quartier. Un projet tourné autour de la transition. Donc, comment est-ce qu'on réunit ça autour d'un récit, autour d'instances de gouvernance originales, autour d'outils qui peuvent favoriser plusieurs projets à la fois, autour de liens entre différents projets. Donc, ce deuxième axe, au-delà du fait de soutenir quelques projets, c'est l'idée de se dire comment tout ça peut, à l'échelle d'un quartier, devenir un récit, un système, quelque chose de plus que chaque projet pris séparément. Ça, c'est le deuxième point. Alors, les exemples de projets, pour être un peu plus concret, j'en prends juste... Enfin, les projets touchent différents domaines liés à la transition. Donc, ça va être l'énergie, le premier projet qui est toujours en cours, qui va bien. C'est un projet de coopérative énergétique où les gens se réunissent pour se donner accès à une énergie renouvelable. Ça peut être des projets qui touchent des lieux physiques ou lieux publics où on peut se rencontrer. Ça touche aussi, par exemple, la mobilité. Et c'est celui-là que je vous donne en exemple pour que c'est ici ce qu'on fait. C'est un projet qui s'appelle Locomotion, qu'on a lancé maintenant il y a plus de 2 ans. Un projet de partage de véhicules portés, adaptés à chaque communauté qui se l'approprie. Donc, quand on dit partage de véhicules, donc c'est partage de tout type de véhicules, voitures, vélos, tout ce qu'on veut, etc. Et que ce soit aussi bien des véhicules privés, donc, qui sont partagés de voisin à voisin, que de véhicules collectifs qui sont mis à disposition par une instance collective quelconque, selon ou autre. Et ce projet est porté, quand on dit qu'il est porté par la communauté, dans le sens aussi qu'on a conçu tous les outils qui permettent de le faire, en particulier les outils numériques, mais également toute une série d'autres outils, notamment assurantiels. Et bien, les communautés territoriales qui veulent s'approprier le projet peuvent le faire et elles-mêmes décider ce qu'elles mettent en place, avec quel type de véhicule, peuvent même idéalement décider de leur facturation, de comment elles font les choses, etc. etc. Donc l'idée derrière est de voir comment on peut s'auto-outiller comme regroupements locaux, territoriaux, pour, dans ce cas-ci, faire du partage de véhicules. Voilà. Ça, c'est un des projets, puis pour l'instant, il est présent dans plusieurs quartiers de Montréal et on voudrait le tester dans d'autres régions ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés. Alors, pourquoi on a choisi l'économie sociale? Question pour aujourd'hui, là. En fait, c'est tout bête, c'est tout simplement... ça paraît négatif, mais en fait, c'est très positif. On ne pouvait pas faire autrement. Dans l'optique de ce qu'on voulait faire et d'appropriation territoriale de différents projets, etc., ce que permettait l'économie sociale est ce qui nous rendait, nous, possible la partie activité économique qu'on souhaite faire. Alors, c'est sûr qu'il y a une série d'activités qu'on mène, c'est quand on travaille sur... qui ne nécessite pas la création d'une entreprise, d'une activité, mais quand ça le nécessite, eh bien, l'économie sociale est une évidence pour nous, tant du point de vue de la démocratisation, du point de vue de l'appropriation que les gens peuvent avoir de leur mécanisme économique, au niveau du retour à la communauté, du retour au territoire. Pour nous, il n'y a pas vraiment eu d'autre option. Donc, c'était une évidence de cette perspective-là. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, je termine sur 2 points. Notre travail aujourd'hui, c'est de voir comment on peut participer à la construction un peu de réseau. Je ne sais pas si réseau est le bon terme, parce que ça veut dire des choses différentes, puis ça a l'air d'être un peu un grand mot. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup, je le dis au début, d'initiatives un peu comme les nôtres. Pas toutes les mêmes, différentes, etc., mais qu'on voit émerger à différents endroits. Comment est-ce qu'on peut favoriser ce travail de travailler ensemble, ce travail de réseau entre ces organismes-là ou ces façons de faire-là,
mais également même au niveau de certains territoires précis, il y a plein de projets différents. Comment est-ce que ces projets-là s'alimentent ensemble pour vraiment construire notre récit de la transition? Ça, c'est un des gros travaux qu'on a devant nous, pas juste nous, là, dans les prochains mois, prochaines années. Voilà. Et alors, le dernier point que Béatrice nous demandait, pourquoi, dans le fond, on fait ça? On le fait parce que, oui, il y a des enjeux écologiques qui sont évidents, mais le modèle qu'on a choisi, le modèle de travail qu'on a choisi, l'appropriation, etc., le recours à l'économie sociale, c'est aussi parce qu'on pense que ces enjeux écologiques-là, dans le fond, sont un enjeu qui émerge d'enjeux beaucoup plus profonds et qu'on a l'impression qu'il faut travailler très très fort à relier tout ça ensemble pour être capable de faire un travail qui a du sens. Et ça, c'est ça qui nous a amené à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà pour moi. Merci, Bertrand. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est cette notion que la transition, elle ne se fait pas par quelqu'un d'autre, ou par une technologie externe ou une entreprise externe, elle se fait par nous tous. Puis l'économie sociale comme étant un véhicule d'implication des gens pour qu'ils soient partie prenante des réflexions, des décisions et de la mise en œuvre est très intéressante. Et ça fait un peu le lien avec la deuxième initiative qu'on va présenter ici, qui est une initiative qui se déploie à l'échelle nationale, mais qui reste ancrée dans les différentes régions. Je parlais ici de Rivera. Et pour nous en parler, on a Steve Breton, qui est directeur général de Défi Polytech. Steve? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bonjour Steve, merci pour l'invitation. Steve Breton, directeur général chez Défi Polytech. Défi Polytech, c'est un centre de travail adapté qui emploie 240 travailleurs, incluant les stagiaires. C'est une entreprise, entre autres, qui est située à Sherbrooke, qui est spécialisée au niveau de la sous-traitance industrielle. Donc, on a différents secteurs d'activité, dont 21 cellules de production différentes. On est spécialisé au niveau de l'assemblage, emballage, entre autres des coupes de céramique, puis la production de tapis de caoutchouc, d'emballage de quincaillerie. On a une usine située à Quaticook, qui est Défi Récupère, qui est une division. Défi Récupère, dans le fond, il est spécialisé au niveau de la récupération de tout ce qui est climatiseur, déshumidificateur. Donc, c'est une entente qu'on a eue en 2008 avec le plus grand distributeur canadien qui est Sunrise Tradex et Grey Canada, qui est spécialisé au niveau de l'importation et la distribution des climatiseurs. Le propriétaire de l'époque, M. Gem, nous avait approché pour mettre en place une division de récupération. Il voulait être le premier distributeur canadien responsable qui prenait les unités du début à la fin de vie. Et c'est à ce moment-là que Défi Récupère est venu au monde en 2008. Défi Polytech, je vous dirais, c'est l'équilibre entre le volet social et financier. C'est un milieu de vie qu'on a développé au fil des années pour ceux qui ont eu la chance de le visiter, un milieu de vie pour nos employés, avec des jardins communautaires, un centre d'entraînement, une cafétéria, santé à prix modique. C'est un partenariat également avec la commission scolaire de Sherbrooke. Donc, on a des formateurs ici en place depuis 2008 qui sont avec nous. Il y a 4 formateurs qui nous aident au niveau de la formation et le développement de nos employés. On a des certifications quand même niveau élite. C'est la plus haute certification du programme ici, on recycle. Donc, on a un taux de récupération de 98,5 % de tous nos rebuts d'usine, autant l'usine de Quaticook que de Sherbrooke. C'est un plateau de développement des compétences également, où il y a 40 personnes qui travaillent ici. Des gens au niveau secondaire en difficulté d'apprentissage. Donc, ce sont pour la majeure partie des jeunes qui ne réussiront jamais leurs écoles secondaires. Ils viennent ici en stage temps plein. L'objectif ultime avec ces jeunes-là, c'est de les former, puis éventuellement de les récupérer comme travailleurs à l'intérieur de notre usine. Également, la certification qui est importante, on a la certification COSCO pour tout ce qui est division assemblage. Puis également, à partir du 1er avril 2021, le gouvernement met en place la nouvelle REP au niveau des électroménagers. Afin de bien se positionner, on a créé des liens, des collaborations avec différents partenaires du Québec, dont le groupe Coder au Lac-Saint-Jean et le groupe Aptar Chaudière-Appalaches et Option Métal qui est dans la capitale nationale.
Donc, l'objectif était de se regrouper et de créer un réseau qu'on a nommé RIVRA. RIVRA, dans le fond, c'est un partenariat des différentes entreprises, puis un partage des connaissances. La création de RIVRA, c'est le réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers. L'objectif avec RIVRA, c'était de mettre en place, puis en collaboration avec des entreprises d'économie sociale dans toutes les régions du Québec. Dans le fond, c'était de partager nos expertises entre nous, nos connaissances et notre savoir-faire avec les différentes organisations dans le but de mettre en place des unités de récupération et de valorisation. C'était de garder également les richesses dans toutes les régions du Québec. Notre priorité est mise sur le réemploi de tous ces appareils-là. Donc, on veut éviter de démanteler des appareils et on priorise le réemploi. Il y a beaucoup de transfert et de partage des connaissances entre les différentes entreprises, la traçabilité des différents produits. Ce qu'on veut également, c'est d'éviter des monopoles, qui est super important. Donc, de pouvoir créer des emplois avec des personnes vivant avec des limitations dans toutes les régions du Québec. Puis les avantages du réseau, c'est une action décentralisée à l'échelle du Québec. C'est la priorité est accordée au réemploi. C'est un recyclage fait par des organisations d'économie sociale au niveau du Québec. Puis, on va faire une gestion efficace au niveau de l'environnement, puis le développement de l'économie circulaire. Moi, je pense que les entreprises d'économie sociale, c'est un peu la solution pour la récupération au Québec. C'est des entreprises qui ne sont pas en compétition, qui sont en collaboration. Donc, Défi Polytech, au fil des années, a fait beaucoup de visites industrielles, il a partagé beaucoup de connaissances. Et avec les membres de RIVRA, qui est une équipe de travail avec qui on apprécie beaucoup notre collaboration. Donc, on partage nos connaissances. On a des rencontres tous les 2 semaines avec les différents intervenants, des visites industrielles. Puis, notre objectif est que dans chacune des régions du Québec, il y ait des entreprises d'économie sociale qui fassent de la récupération, qui créent de l'emploi pour des personnes qui ont des limitations et de permettre également à des gens défavorisés d'avoir accès à des prix modiques pour tous les appareils électroménagers, qui est vraiment important. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, Steve. Donc, je trouve ça très intéressant. On passe de l'aspect de consommation, comment on consomme autrement, à l'aspect de la gestion de nos matières résiduelles. Dans les 2 cas, on vise des meilleures pratiques environnementales, mais il y a une considération sociale qui est tissée au travers d'inclusion, d'ancrage local, donc de prendre compte et de respecter les besoins et les capacités à l'échelle locale ou régionale, qui est super intéressante. Un des défis dans ces webinaires, c'est de donner la parole à quelques personnes, de faire le tour d'une question en donnant la parole à juste quelques personnes, alors que comment on peut rendre compte de la multitude des réponses collectives qui font face à quelque chose qui est aussi grand et important comme le défi écologique auquel on fait face, et comment ces réponses reflètent et alimentent l'identité d'un territoire. Donc ici, pour un peu nous donner une vision plus large et en même temps toujours plus ancrée, on a Simon Latulippe, qui est directeur général du pôle régional d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Simon? Merci beaucoup, Béatrice. Merci de m'avoir invité là, pour ce panel extrêmement intéressant. Je m'appelle Simon Latulippe, je suis directeur général d'Essor 02, qui est le pôle régional d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme vous le savez, là, on fait partie d'un réseau en tout de 22 pôles répartis à travers tout le territoire québécois. Et on a pour principale mission de soutenir, de promouvoir et de valoriser cette stratégie d'affaires qu'est l'économie sociale. Alors, je vous invite chaleureusement à contacter les pôles de votre région, à venir nous voir dès que vous voulez, vous avez des idées, ou même juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Je suis certain là, que vous allez y trouver votre compte. Concernant la question actuelle, quand on m'a demandé de présenter un peu ce qui se passait au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
J'ai pensé, en fait, présentement, je croise souvent une citation sur un mur qui est attribuée à Benjamin Franklin. Et je pense que je vais prendre cette citation-là comme fil conducteur. La citation est la suivante. Dis-moi et je risque d'oublier. Apprends-moi et je vais peut-être me souvenir. Implique-moi et j'apprends. Et c'est un peu cette progression-là que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a connue. D'abord, il faut comprendre que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un territoire extraordinairement riche. Pour vous donner un peu une idée, en termes de ressources naturelles, en termes de richesse environnementale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la principale réserve de bois. Je m'excuse pour la façon qu'on le mentionne, là, mais 20% de l'exploitation forestière québécoise est ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le réseau de coopératives forestières est aussi développé et aussi vivant ici dans la région. Je parlerai aussi de notre richesse de l'eau. Le lac Pequakami, qu'on connaît aussi comme sous le nom du lac Saint-Jean, est quand même le plus grand lac habité au Québec. Et sa superficie de plus de 1000 km² en fait quand même là, une mer d'eau douce qui se renouvelle quand même 4 fois par année. Donc, pour vous donner une idée là, de l'importance des richesses naturelles que nous avons ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dont nous prenons de plus en plus conscience. Parce que c'est justement, tout à l'heure, je vous mentionnais, dis-moi et je risque d'oublier. On a commencé comme ça en parlant des questions environnementales, des questions de développement durable et avoir un impact qui était, je vous dirais, qui était lent, qui progressait. Les organisations, l'organisation du discours sur le développement durable s'est faite beaucoup au niveau des entreprises d'économie sociale, de l'entrepreneuriat collectif. Je mentionnerais là, un de nos premiers, un de nos pionniers en la matière, c'est le groupe Coder, dont l'existence remonte là, sous différentes appellations jusqu'au début des années 1970 et qui est encore aujourd'hui une force au Lac-Saint-Jean pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles, pour ce qui est des projets d'économie circulaire, et aussi pour les projets de récupération, dont le réseau Rivera. Mais je parlerai aussi du Centre québécois de développement durable, qui est situé à Alma, qui à la base s'appelait la région laboratoire de développement durable. Donc, l'objectif du CQDD était à la base vraiment d'utiliser le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme étant un immense laboratoire pour pouvoir développer les initiatives, développer des outils, des façons de faire, des pratiques qui nous permettent de réfléchir plus largement notre activité humaine. Parce que dans le fond, c'est un peu ça aussi, hein, la transition socio-écologique, ou en fait, développement durable, transition socio-écologique, tout ce pan-là, c'est ça qui est important, c'est de réfléchir autrement, de voir autrement l'activité humaine, de penser plus largement que simplement dans un terme spécifiquement économique. Et c'est ce que le CQDD a réussi à faire justement de plus en plus grâce à des initiatives comme PME Durable 02, qui est un réseau des grands acteurs économiques de la région pour faciliter, pour soutenir, pour aider nos entreprises à adopter des pratiques qui sont davantage axées sur une pratique responsable de l'entrepreneuriat. Donc, et d'ailleurs, actuellement, là, ils sont en train de préparer, en fait, ils viennent de sortir un cahier sur le financement responsable, un guide
sur le financement responsable des entreprises. Et il y aura aussi d'autres beaux outils là, que le CQDD va pouvoir sortir prochainement. On parlait tout à l'heure, évidemment, du groupe Coder. Il y a aussi à Saguenay le Carrefour Environnement Saguenay, qui est un organisme qui a mis de l'avant la valorisation, la récupération des appareils informatiques et électroniques. Et je vous dirais, le Carrefour Environnement Saguenay a réussi à développer une rigueur dans la traçabilité qui en fait là, vraiment un organisme de référence qui permet justement de vraiment comprendre tout le circuit d'utilisation des ressources au niveau justement de tout le volet informatique électronique. Et donc, ce sont des entreprises qui sont toutes des entreprises d'économie sociale qui sont bien implantées, bien établies et qui font une différence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a évidemment, en dehors des entreprises d'économie sociale, on ne pourrait pas passer sous silence tout le programme, tout le volet éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sont des acteurs qui nous permettent aussi justement d'aller vers, comme je disais tout à l'heure, on enseigne moi et je vais probablement m'en souvenir. Donc, on arrive dans ce degré de forage-là. Et aujourd'hui, ça nous permet d'arriver au moment de implique-moi et j'apprends. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le déploiement de l'initiative comme le Grand Dialogue régional pour la transition socio-écologique, avec des nouveaux joueurs sur la scène du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme la coopérative Système T. Système T, évidemment, pour Système Transition, qui est une coopérative qui veut justement utiliser l'innovation sociale pour pouvoir propulser les solutions, les projets visant à favoriser là, la transition sociale et écologique. Et donc, entre autres aussi, un des dossiers de la coopérative Système T, c'est l'implantation, comme je vous disais, d'un laboratoire vivant pour faciliter justement la réalisation de projets qui vont dans le sens de la transition sociale et écologique, et aussi faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean la deuxième FAB région. Vous connaissez peut-être le principe des FAB régions. Le Bas-Saint-Laurent a été la première région du Québec à prendre ce virage-là, virage qui consiste à réduire le plus possible notre dépendance à l'extérieur, au grand réseau, au niveau énergétique, au niveau alimentaire, favoriser le plus possible les réseaux courts d'approvisionnement d'alimentation. Alors, je vous dirais pourquoi l'économie sociale et la transition socio-écologique sont pairées. Bien, en fait, vous comprenez, vous savez très bien que la transition sociale et écologique est actuellement l'exemple ultime de l'importance des solutions collectives face aux défis communs. L'urgence climatique, c'est quelque chose qui concerne tout un chacun. Et la seule façon de pouvoir répondre à ce défi-là, c'est justement par la mise en commun de notre intelligence et le développement collectif de solutions. Merci, Simon. C'est super intéressant. J'espère je trouve particulièrement cette notion on voit tout le maillage puis le renforcement de pratiques d'organisation avec des intentions similaires à l'échelle territoriale, que ce soit dans de la formation, dans de l'application, etc. Comme Rivera, on voit un réseautage à l'échelle sectorielle. Et je pense que ça témoigne d'une volonté d'avoir un impact plus systémique que juste son action, puis tous les autres font leur chose. Je voudrais vous entendre les trois sur est-ce que vous sentez que c'est assez?
parce que le défi écologique auquel on fait face est énorme. Est-ce qu'on en fait assez? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces initiatives, que vos initiatives, que vos réseaux changent d'échelle à la hauteur des besoins qu'on a au Québec? Est-ce que vous êtes confiant là-dessus? Et qu'est-ce que ça prend pour faire plus? Je ne sais pas qui veut se lancer avec une première tentative de réponse. J'ai parlé en premier la première fois, alors je laisse mes deux collègues se mouiller. Non, vas-y. Vas-y, Bertrand. Non? Ah non, sérieux. Ah oui? Simon, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que tu trouves que les organisations sont assez réseautées dans ton territoire, puis c'est assez? Comment on fait le lien avec ce qui se passe ailleurs au national? En fait, justement, je vais me sacrifier, Bertrand. Je vais prendre la balle au bon. En réalité, je dirais que je vais faire une réponse qui est tellement cliché, là, mais à mon sens, on n'en fait jamais assez. Il y a toujours possibilité d'en faire davantage. Et l'intérêt, je vous dirais, dans le fond, la question, ce n'est pas savoir si on en fait assez, mais c'est plutôt de comment s'assurer d'en faire davantage. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en termes de maillage, en termes de réseautage, je vous parlais tout à l'heure de la table PME 02, qui est un super outil, là, mais peu connu parce que vraiment, un outil qui cible les acteurs entrepreneuriaux de la région spécifiquement. Donc, ce n'est pas nécessairement une table là, qui est connue du grand public. Mais par contre, c'est un élément parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui permettent justement ce réseautage-là au sein de la région. Puis, dans ce cas-ci, je penserais tout particulièrement au Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est notre espace d'accélération et de croissance régionale et qui se donne comme mission justement de favoriser, de s'assurer que la mise en commun des forces de chacun au Saguenay-Lac-Saint-Jean soit maximisée. Donc, parmi les innovations du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pense entre autres là, à la nouvelle plateforme Filon, qui est une plateforme justement de mise en commun entre les entreprises. Donc, dans le fond, l'idée est simple. À quoi ça sert d'avoir, je vais être très rapide là, à quoi ça sert d'avoir 3 tondeuses qui fonctionnent 30% du temps quand on peut avoir une tondeuse puis se la partager? C'est exactement ça le principe de Filon. Et à mon sens, c'est une innovation qui est extrêmement porteuse. Puis, je vous dis, ça, c'est un des exemples. Je pourrais aussi vous parler du groupe Alira, le réseau Alira, qui a été fondé par le groupe Interaction Travail, qui est basé à Alma, qui, lui, fait la même chose, mais met en lien des entreprises qui ont des besoins particuliers. Donc, les entreprises qui ont des emplois atypiques pour pouvoir faire en sorte de garantir une stabilité aux employés en permettant, encore une fois, je vais faire un exemple grossier, le camping qui emploie des gens durant l'été, mais que l'hiver, il doit les mettre à pied. Ces gens-là qui sont mis à pied peuvent très bien aller travailler au centre de plein air Mont-Lac-Vert pour les glissades et pour le ski. Puis là, vous vous demandez pourquoi je parle soudainement de questions d'emploi alors qu'on parle de transition socio-écologique. Ben, en fait, je vous dirais que tout ça, c'est relié. Quand je vous disais justement que la transition socio-écologique, c'est de réfléchir plus largement que juste la question de l'économie, ben, c'est la question sociale, c'est la question écologique, bien entendu, question culturelle, la question éthique, qui doivent être pris en considération lorsqu'on prend une décision, puis lorsqu'on veut aller vers, un objectif commun. Et de ce point de vue-là, ben, en favorisant ces liens-là, on garantit une meilleure qualité de vie à nos entreprises, mais aussi à nos gens. Et on peut à ce moment-là aussi pouvoir
on a la possibilité de pousser davantage des questions, l'importance, justement, dans notre gestion de tous les jours, on peut pousser l'importance de regarder plusieurs aspects simultanément avant de prendre une décision. C'est un peu ça aussi l'économie sociale. Merci. Steve, Oui. Oui. vous avez fait un effort concret là, de changer d'échelle sans perdre cet ancrage puis l'historique de vos organisations, vos entreprises dans chaque région. Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on peut en faire plus? Comment tu vois ça? Si on peut en faire plus, oui, on peut toujours en faire plus. Rivera, dans le fond, c'est un beau modèle de regroupement d'entreprises. C'est un partage d'expertise, de connaissances également, un partage du savoir-faire de certaines entreprises au fil des années. Ça demande quand même une ouverture d'esprit. Hein? On n'est pas en compétition avec l'autre, donc c'est de partager nos connaissances, de permettre à des entreprises d'évoluer. En environnement, il ne faut pas juste regarder dans notre cours. Hein? Donc, c'est à l'échelle mondiale. Hein? Donc, c'est l'économie circulaire, c'est super important, en tout cas pour le groupe Rivera, de faire une économie circulaire régionalisée, qui est important pour éviter les gaz à effet de serre dus au transport. Donc, c'est de se mettre en commun. Puis, je suis convaincu que Rivera va réussir parce qu'on met l'humain et la planète en premier avant le niveau financier. Le niveau financier est toujours important, mais c'est super important de développer l'environnement en tenant compte des individus qui y travaillent, puis de favoriser également le développement des personnes qui ont des limitations, qui va toujours demeurer la clé de Rivera. Là. Merci. Bertrand, comment tu vois ça, le changement d'échelle? La question, est-ce qu'on en fait assez? C'est malheureusement, je pense de manière évidente, non, parce qu'aujourd'hui, les actions qu'on mène tous collectivement sont clairement pas arrimées avec le niveau d'urgence qu'on ressent ou qu'on devrait ressentir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous se culpabiliser individuellement de ne pas en faire assez. Donc, changement d'échelle. Nous, de la perspective que nous on est, oui, du coup, changement d'échelle, mais en même temps, des organismes ou des regroupements comme nous, on a une vocation ancrée beaucoup avec, on est un groupe citoyen d'un certain territoire, etc. Donc, on n'a pas vocation, nous, à subitement devenir une multinationale de la transition. Donc, la grande question pour nous, par contre, sur la mise à l'échelle, c'est voir comment on peut, je l'ai un peu introduit avant, comment on peut renforcer, améliorer, contribuer un peu à des échanges de pratiques, d'expériences, de projets, et donc avoir un peu la mise à l'échelle de manière différente. J'ai écouté de manière intéressée ce qui se disait sur le grand dialogue au Saguenay, qui est une initiative incroyable. J'ai entendu parler de Système T. J'entends des choses. Comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles façons, ou peut-être des façons existantes, mais que nous, on ne connaît pas encore assez, de mieux se renforcer, se réseauter et échanger nos projets, nos bonnes pratiques. On va inventer un projet ici qui est peut-être utile ailleurs. Le ailleurs va en inventer un que nous, on pourra récupérer. Donc, ça amène une série de réflexions sur une mise à l'échelle assez horizontale qu'on va vouloir explorer, nous et d'autres, dans les prochaines années. Et si on veut changer d'échelle, par contre, un autre truc, nous, c'est un peu théorique là, mais je crois que il y a une question un peu de redéfinition, de réappropriation de notre récit collectif. Il faut, pour qu'on change d'échelle, on peut citer plein d'éléments pratiques, oui, des programmes publics peut-être mieux adaptés, ce genre de choses-là, mais tout ça derrière, c'est à quel point on est mobilisé comme société, à quel point on a envie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se faire, où on change pour l'instant le récit, on change notre rapport à l'économie. Il y a des choses qu'on dit maintenant qu'on ne disait pas il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'on se rende compte de ce changement-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement de fond, une lame de fond qui est en train de se faire sur notre récit. Et ça, c'est une matière à se mobiliser collectivement et à peut-être nous faciliter ce changement d'échelle-là, au-delà de toute une série de questionnements pratiques. Merci. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose autour de la communication, de connaître et faire connaître des pratiques qui font mieux sur le plan écologique et social et parfois culturel également. Tu sais, je pense que longtemps, on a opposé économie sociale et environnement en disant que l'économie sociale n'avait pas les moyens d'avoir des bonnes pratiques écologiques, ou le mouvement environnemental regardait uniquement l'impact écologique et n'avait pas les moyens de se soucier de l'impact social. Et ici, on a des démonstrations qu'on peut faire les deux.
Et je pense que c'est intéressant de connaître et mieux connaître, s'approprier pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens, de concevoir d'autres façons de faire. Une de mes questions, c'est face aux défis, donc on a tous dit qu'il fallait faire plus. Où est-ce que vous voyez qu'il y a le plus de gains à faire? Parce que Bertrand parlait de culpabilisation. Des fois, on se replie sur l'individu. Est-ce que c'est les changements de pratique des individus? Est-ce que c'est nous comme citoyens? Est-ce que ce sont les entreprises qui doivent améliorer leurs pratiques? Ou est-ce que c'est les municipalités qui doivent mieux reconnaître, soutenir ces circuits courts? Est-ce que c'est le gouvernement national, le gouvernement au Québec qui doit mieux encadrer, baliser? Où est-ce que vous voyez que vous pouvez faire des gains en termes ou que ça va faire une différence dans vos pratiques et vos efforts? Qui veut se lancer? Je vais repasser. Steve, tiens, veux-tu commencer? Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, il y a beaucoup d'efforts à faire hein, pour mettre en place, exemple, dans une entreprise, le système de récupération. Il y a probablement des mauvaises croyances que ça a des impacts financiers pour une entreprise, dans le fond, des dépenses financières. Mais quand tu te mets à faire de la récupération et à mettre des choses en place, dans le fond, tu fais des gains financiers également. Donc, la formation, je dirais, c'est la base de la réussite, la formation des employés, l'implication. Pourquoi je le fais, quels sont les avantages. Mais quand les gens, entre autres chez nous, chez Défi Polytech, nos 200 travailleurs, c'est devenu une pratique courante de récupérer. Donc, mais ça demandait au début beaucoup de formation, beaucoup d'efforts, à répéter plusieurs fois. Hein. Des fois, on dit, pour qu'une consigne vienne claire, ça prend au moins 40 fois avant de répéter des gestes, ça devienne un acquis. Et aujourd'hui, on a commencé cet exercice-là, nous, en 2016. Et aujourd'hui, c'est devenu un acquis de voir les gens qui aménagent le poste de travail, qui pensent au plastique, au carton, aux métaux. Donc, le tri se fait systématiquement. Donc, moi, je crois beaucoup, ça va être avec l'éducation, avec également la prochaine génération au niveau des jeunes. Hein, sont vraiment plus verts que les générations précédentes. Puis, l'environnement à cœur. Puis, je crois que c'est avec l'éducation, nous, qu'on va réussir à faire une meilleure planète, puis à se regrouper avec les différentes entreprises là, pour les bonnes pratiques là, de tous les jours. Là. Merci. Bertrand? Où est-ce qu'on a le plus gros levier? Où est-ce qu'on devrait agir? Tu en as cité plein. Que puis-je répondre d'autre que tous à la fois? C'est sûr que je l'ai nommé, là, il y a une crainte un peu de notre côté, si on insiste de trop sur la responsabilisation individuelle des individus ou individuelle des entreprises, soit dit en passant, je pense qu'on pourrait faire un peu le parallèle. C'est sûr qu'on doit se responsabiliser, je ne vais certainement pas dire le contraire, mais quelque part, on loupe une série de leviers d'action et de leviers d'action collectifs. Et c'est ça un peu que nous, on essaye d'amener à la machine, là. J'allais nommer aussi là où on a des gros leviers, c'est l'éducation, mais ça a été dit juste avant. Donc, et puis un autre aussi, comment est-ce qu'on peut travailler avec le fameux secteur financier qui porte quand même une responsabilité écrasante, j'ai l'impression, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, secteur dans son ensemble. Il y a toute une série de gens là-dedans qui veulent travailler autrement. Comment est-ce qu'on peut, parce que là, c'est un gros chantier, là, de commencer à changer les pratiques, la façon de faire. C'est assez fondamental ce qu'il y a à faire du côté du secteur financier. Là, il y aurait peut-être des gains importants à aller chercher. Pour le reste, partout. Simon, comment tu vois ça? Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a ça, je suis d'accord avec Bertrand et avec Steve, c'est sûr qu'il y a des actions à porter partout. Mais par contre, on voit aussi qu'il existe déjà des initiatives qui ont été, des réalisations qui sont extraordinairement porteuses et qui peuvent être exportées. Je prends par exemple au niveau des pouvoirs municipaux, la ville de Gatineau a adopté une politique
de l'économie sociale, qui favorise l'achat local au niveau des approvisionnements de la municipalité. Là, pas juste, on l'encourage pour tout le monde, c'est sûr, mais on montre l'exemple aussi à titre municipal en travaillant nos stratégies d'approvisionnement pour faire en sorte que les entreprises locales, les petites entreprises locales et les entreprises d'économie sociale aussi, puissent offrir leurs services. Donc, ça, c'est ce genre d'initiative-là qui a été travaillée de longue haleine à Gatineau et qui a été adoptée à Gatineau. C'est quelque chose dont on peut s'inspirer, par exemple, ici à Ville-Saguenay ou à Québec, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des éléments qui sont à prendre en considération. On parlait aussi tout à l'heure de l'éducation, mais je vous dirais qu'ici, au Lac-Saint-Jean, il y a une petite organisation, une petite entreprise d'économie sociale qui s'appelle les Fêtes gourmandes, qui ont développé tout un atelier pour sensibiliser les jeunes de 5e et 6e année du primaire à favoriser l'achat de produits locaux pour l'alimentation. Entre autres, en mentionnant le fait trop peu connu que ce qui se retrouve dans votre assiette actuellement fait en moyenne 5000 km de distance avant d'arriver à votre assiette. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, ça, c'est à peu près la distance entre Montréal et Fort Lauderdale. Fait que si vous voulez faire des snowbirds avec votre assiette, c'est ça. Et cette idée-là, justement, c'est une action qui ne coûte pas très cher et qui aurait permis, grâce à la mobilisation de l'ensemble des centres de services autour du Lac-Saint-Jean, permet de toucher rapidement notre jeunesse et les sensibiliser à l'importance d'avoir conscience de ce qui est acheté pour se nourrir. Donc, plusieurs petites initiatives comme ça qui méritent d'être connues, qui méritent d'être exportées partout à travers le Québec. Merci. Puis ça fait le lien avec, je pense que c'est une des choses qui est difficile, c'est de cibler certaines initiatives ou régions pour ces discussions, mais aussi même si la question de l'environnement est tellement transversale. Alors, on a parlé déjà dans un autre webinaire d'autonomie alimentaire. On aurait pu parler de cantines pour tous qui renforcent les circuits courts dans une logique de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire, mais clairement avec un impact environnemental. Le prochain webinaire, qui est le 25 février, parle du développement et de la gestion de l'immobilier collectif. C'est là aussi, je pense, clairement un levier qui a un impact environnemental clair. Alors, on peut, encore une fois, pour revenir sur ce qu'on a discuté, regarder les actions des individus dans nos pratiques, mais les choix qu'on fait comme société sur une série d'autres questions ont clairement des impacts environnementaux, puis on a besoin de regarder tout ça largement et d'intégrer toutes ces considérations. Alors, je pense que ça a été dit par tous ici. Non seulement c'est possible d'avoir des considérations sociales et écologiques, mais c'est même plus porteur et l'économie sociale est un bon véhicule pour faciliter ces multiples points de vue et concilier et donner des projets qui sont acceptables socialement, viables écologiquement et viables et pérennes de façon économique. Alors, c'est super intéressant. Comme d'habitude, on n'a pas toujours le temps de prendre tous vos commentaires et vos questions. Il y a quand même d'autres informations qui ont été... il y a des références dans le clavardage. L'enregistrement va être disponible en ligne dans les jours qui viennent. Et vous êtes tous invités à la prochaine édition du webinaire qui est le 25 février à la même heure. Merci tout le monde de votre temps. Merci d'avoir été là. À la prochaine.